Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire de commentaires, d'analyse et de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. C'est avec nos chroniqueurs, nos analystes, ce sont des hommes des médias. Avec eux, donc, nous refaisons cette actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets, essentiellement au plan national. On parlera d'abord de cette attaque d'Inata, dont vous savez un peu plus. Et puis, nous parlerons également de ces manifestations et de ces appels à la démission du chef de l'État. Et puis, enfin, nous parlerons des assises nationales de l'éducation avec mes invités sur ce plateau. Je m'en vais donc vous les présenter. Évariste Faustin-Konsebo. Évariste Faustin-Konsebo est donc chroniqueur média, président du SEC d'éveil. Merci d'être là, Évariste Konsebo. Et à ma gauche, Vokuma Joacin, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokuma d'être là. Et puis juste à la gauche de Vokuma, André-Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Et puis enfin, dernier invité, Mamadou Ali Kompaoré, il est journaliste, en ce moment enseignant à l'ISTIC. Merci à tous de nous prendre en marche. Et puis, on commence tout de suite avec l'attaque de Inata. Je vous laisse faire un tour de table. Votre avis par rapport à cette situation qui fut un drame qui a secoué le Burkina et l'ensemble, on va dire, de la sous-région et de l'Afrique. Vous commencez beaucoup. C'est vrai que c'est un événement dramatique qui a heurté les consciences, non pas seulement par le nombre de morts, puisque à Solane, il y en a eu plus, dans le passé, on en a eu plus, mais c'est surtout la manière avec laquelle ce drame a eu lieu. C'est ça qui a choqué les consciences, qui a heurté l'opinion nationale et internationale. Et bon, on va rendre hommage à ces gens qui sont tombés, les armes à la main, si on peut dire comme ça, puisque bon, je ne sais pas s'il y a eu combat. Ce n'était pas en situation de mener un combat face aux terroristes. Donc, c'est une situation qui est très, très déplorable. Et nous espérons que les conséquences vont être tirées pour que de pareils événements ne se reproduisent plus. Voilà. André-Eugène Ilboudo, 57 morts officiellement au dernier bilan qui a été fait, dont 53 gendarmes et 4 civils. Alors, si on regarde un peu le site, c'est un site minier. Donc gardé par notre armée. Est-ce qu'il pourrait avoir un lien entre le fait que ce soit un site minier et cette attaque, ou alors ça pourrait être aussi quelque chose d'autre? Bon, d'abord, effectivement, il faut bien sûr s'incliner sur la mémoire des disparus. Je diverge un petit peu de vos commentaires. Les gens ne sont pas morts les armes à la main. On les a ligotés et on a allé leur donner. On va arriver là, on va en arriver peut-être aux causes qu'on pourrait soulever. C'est ce que j'ai dit. 54 morts, 57 non, morts dans la vie. Maintenant, on peut faire le tour de table. Alors, on va revenir. Non, je veux dire, quand les gens meurent les armes à la main, comme on le dit, c'est que les gens ont combattu et ils sont restés en combattant. Les gens, ils n'ont pas pu combattre parce qu'ils n'avaient rien, ils étaient affamés. C'est comme si on ligotait les gens et on allait donner à l'ennemi. C'est ça qui a amené... c'est pas un choc. Les gens sont en colère. Et je pense qu'il faut bien placer les mots. Sinon, on ne va pas trouver un remède. Tout le monde, on est en colère. Si vous partez à la guerre, soit vous allez vaincre ou bien vous allez mourir. Mais vous savez que vous allez combattre l'ennemi. Ici, les gens n'ont pas combattu l'ennemi. Ils étaient dans leur camp. Ils ont fait des appels de détresse. Mais c'est non-assistance à personne en danger. Quand nous, on apprend le code de conduite, quand vous voyez des gens qui sont en panne ou bien il y a quelque chose là, on vous dit que vous avez le devoir de les assister. Ici, la hiérarchie a décidé de livrer les jeunes à l'ennemi en ne leur donnant pas à manger, en ne les équipant pas. Je pense qu'il faut avoir le courage de mettre les mots là où il faut mettre les mots. Et là-dessus, je pense que la colère des gens est légitime. Si on n'accepte pas que les gens soient en colère par rapport à des situations comme ça, on ne va pas s'en sortir. D'accord. Ali? Je ne sais pas si j'ai dit qu'il n'était pas en situation de combat, donc c'est peut-être que j'ai nuancé, je n'ai pas dit qu'ils sont morts l'arme à la main. D'accord, je voudrais d'abord, comme tout le monde ici, présenter mes condoléances aux familles de ces soldats et puis de ces civils qui sont restés à Inata dans une situation assez difficile, déplorable. Mais ce qu'on peut regarder ou bien essayer de comprendre, c'est comment des soldats qui se retrouvent dans une situation pareille, comment cela a pu arriver. Est-ce qu'on a prévu, en cas de besoin,
comment est-ce qu'on vient à leur secours et tout ça, un certain nombre de choses. Et je pense que cela montre un petit dysfonctionnement. Je dis bien petit dysfonctionnement parce qu'on n'a pas tous les éléments de ce qui s'est passé. Mais en regardant le nombre de morts, c'est un grand dysfonctionnement. Il y en a plus, il y en a eu plus. Mais quand on regarde ce qui s'est passé à Inata, il y a un dysfonctionnement dans la façon dont notre armée gère la situation. Apparemment, les gens se sont retrouvés dans une situation où ils n'étaient pas en mesure de se défendre de la fort belle manière. Donc, le président du Faso a eu un discours et il a dit qu'on allait tirer toutes les conséquences de cette histoire dramatique et que toutes les responsabilités seront situées. Il a bien dit toutes les responsabilités. Donc, on attend de voir que toutes les responsabilités soient situées et qu'on en tire les leçons qui soient. Parce que notre armée a quand même beaucoup de directions. Il y a une intendance, il y a un état-major, il y a des vecteurs aériens qui sont capables d'aller rapidement sur le terrain pour secourir ceux qui sont sur le combat. Il y a eu déjà des sanctions. Voilà, il y a déjà eu quelques... Le commandant de la première région de gendarmerie. Mais je pense que ce ne sont pas les seules personnes qui étaient à la manœuvre dans cette situation. Et que je pense, et je souhaite que on continue de faire les investigations afin de trouver le point qui a fait défaut pour que nous en arrivions là, nous perdons autant d'hommes. Parce qu'en plus, non seulement du nombre important de gens morts, il y a un choc qui fait que le peuple burkinabé lui-même est traumatisé et il ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pour cela que nous attendons beaucoup du discours du président du Faso. Évariste Fossé Kosebou. D'abord s'incliner pour la mémoire en fait de nos soldats qui sont tombés. La manière, en fait, c'est vrai que le chef de l'État lui-même dans son discours dit qu'il comprend, je pense que c'est au regard donc des conditions dans lesquelles ce drame s'est déroulé, il dit qu'il comprend fort bien les différentes réactions et les colères. Ça veut dire quelque part qu'il y a comme s'il y avait une culpabilité quelque part. Donc là-dessus, donc tout ce que nous avons observé comme mouvement colère et tout est fondé. Mais c'est vrai qu'avec le recul, ça ressemble un peu à du déjà vu. Et c'est comme si chaque fois, nous n'aurons que nos larmes pour pleurer et peut-être exprimer nos émotions. On ne peut pas vraiment lui-même, c'est vrai qu'on vise des dysfonctionnements, hein. Bon, questions alimentaires, questions de primes, tout ça, logistique, ça interpelle plus d'un Burkinabé. Maintenant, moi, je ne sais pas, je ne suis pas militaire, mais j'ai quand même étudié un peu la question militaire, mais quand on regarde, c'est quand même une garnison. Bon, comment est-ce que des gens peuvent venir d'ailleurs? C'est toujours, hein, on vient, on surprend les gens, et puis bon. Et d'abord, on approche même, pouvoir approcher et puis pilonner. Je ne sais pas, honnêtement, on se demande, normalement, en fait, c'est des points qui doivent être sécurisés. On ne doit même pas pouvoir s'approcher à 5 km ou 1 km sans qu'il y ait des alertes. Bon, je n'arrive pas. Je dis, bon, je ne sais pas comment nos armées sont organisées, mais ça paraît quand même, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des morts pour rien, quoi. En fait, ça, c'est ce qui fait mal. On a l'impression quelque part qu'on aurait pu éviter ces sacrifices. Vraiment, c'est incompréhensible. Non, mais est-ce que je peux... vous voyez, dans cette affaire, je prends le cas de Ouagadougou. Il y a un camp militaire en ville. Il n'y a pas qu'un seul, hein. Il y en a plusieurs. Oui, je prends celui qui est à côté de la CNSS. Le camp Guillaume Ouedraogo. Quand vous voulez aller au camp Guillaume Ouedraogo, il y a une première barrière et il y a une deuxième. Il a parlé de garnison. Je pense qu'on ne devrait pas pouvoir aller dans une garnison sans que les gens qui sont à l'intérieur ne soient avertis qu'il y a un danger qui arrive. Et je dis que c'est une garnison, il doit avoir plusieurs périmètres de sécurité. Si le président du Faso ou bien le premier ministre voyage, mais vous voyez toutes les balises et tous les périmètres de sécurité autour de la personne. Je crois que la colère légitime des gens qui sont ici, on a l'impression que quand les gens nous disent que nous sommes en guerre, c'est un mot. On a l'impression que nous sommes en patrouille. Regardez comment les gens s'habillent. Regardez comment nos responsables militaires s'habillent. Ils s'habillent en façon d'Anfani.
il s'habille en kaki avec des boutons dorés. En guerre, on va s'habiller avec du kaki avec des boutons dorés. On va s'habiller en façon d'infanterie pendant que l'on est en guerre. Je pense que notre façon de vivre ne traduit pas l'esprit de la guerre. Et c'est ça qui est incompréhensible. Ça fait 6 ans que nous sommes dans cette façon de faire-là. Si nous étions en guerre, les comportements et la façon même doivent changer. Le discours même doit changer. Pour que effectivement le Burkinabé lambda sente qu'effectivement que notre pays est en guerre. Moi, quand je regarde les militaires, moi, je n'ai pas l'impression qu'on est en guerre. Par leur façon de s'habiller, par leur façon de démarcher, par leur façon de circuler. On les voit toujours, regardez dans leurs véhicules. Ce n'est pas des véhicules de guerre. Ce n'est pas des comportements de guerre. Et ce n'est pas un petit dysfonctionnement. Le président n'a pas mis le petit. Hein. Il a dit que c'est un dysfonctionnement. Il n'a pas caractérisé, les adjectifs ne sont pas venus. Mais en tant qu'enseignant de français, je pourrais mettre un adjectif. Donc, effectivement, ce qui est incompréhensible, c'est cet état d'esprit que nous, on a aujourd'hui face à ce qui nous arrive. Donc, André Génégoudo, est-ce qu'il y a aussi cette guerre des chiffres qui s'est passée concrètement? On dit 57 morts, d'autres disent que le détachement comptait 153 éléments, d'autres disent, on a vu des documents circuler, en tout cas d'une certaine façon authentique, qui ressortent 120 éléments. Et à la fin, il y a eu 157 morts. On a vu un communiqué qui dit que les recherches se poursuivent. Oui. Est-ce que là également, la communication a été de façon à apaiser ou à créer plus de coups de poing? Nous avons mal à la communication. Les chiffres, on ne devrait pas douter des chiffres puisque nous, on ne connaît pas, on n'est pas là. Mais par exemple, quand le gouvernement a fait son communiqué pour dire qu'il a neutralisé 90 terroristes à Tunis. Simplement, la question que je me suis posée, pourquoi c'est un chiffre rond? On aurait eu peut-être 99, ou 89, ou 91. Moi, je doute du chiffre 90. Je dis la communication n'est pas bonne. Parce que 90 tout rond, ça me pose problème. Ça veut dire, moi, je doute du chiffre. Ça veut dire que si bien que quand le gouvernement donne ces chiffres, on ne devrait pas douter, parce que c'est eux qui nous gouvernent, c'est eux qui savent. Mais on a commencé par combien? On n'a pas commencé par combien? Et on est arrivé à là. Et puis, effectivement, il y a d'autres qui manquent à l'appel. Bon. Normalement, le territoire du Burkina n'est pas tellement vaste et tellement encombré qu'en une semaine, on ne puisse pas retrouver, même s'il y a des survivants. Normalement, on devrait pouvoir les chercher et les retrouver. Mais comment ça se fait? Ils peuvent quitter le territoire. Bon, en fait, Ali, est-ce que l'impression que les gens ont, par exemple, que le gouvernement manipule les chiffres ou ne dit pas la vérité, est-ce que cette impression-là aussi est un élément qui complique davantage la situation? Non, mais parce qu'il y a des chiffres qui circulent. Ça, vous posez la question de la communication du gouvernement lorsqu'il y a des situations dramatiques, des situations de crise de cette ampleur-là. Mais la communication de notre gouvernement est depuis longtemps, dès le départ, depuis longtemps assez difficile. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas cette communication et on a l'impression, il y a certaines personnes qui croient que communiquer, c'est mentir, alors que communiquer, c'est pas mentir. On peut dire la vérité sur la communication, ça dépend de comment on l'a dit et comment on l'explique. Voilà. Quand vous allez, vous êtes malade, vous avez je sais pas, le diabète, le médecin vient et vous dit vous avez le diabète. À ce stade du diabète, ce qu'il vous reste à faire, c'est une amputation. Mais les gens ne se plaignent pas. On leur dit que c'est une amputation, ils acceptent. On fait l'amputation et ils survivent à l'amputation. Or, une amputation, c'est quand même assez douloureux. Donc, je pense qu'au niveau de la communication du gouvernement et tout, il y a un certain nombre de choses qu'il faut régler. Voilà. Une fois que cela sera réglé, ensuite on verra. Mais je comprends un peu parce qu'on est déjà dans une situation assez difficile et dit on a perdu 80 personnes, on a perdu 200 personnes. Du coup, ils ont un peu peur du choc que cela va poser et du coup, ils sont en train de diminuer. Or, notre pays, comme Eugène l'a dit, c'est 274 000 km². Nous nous connaissons les uns les autres. J'ai un ami qui est militaire, j'ai un ami qui est un cousin qui est gendarme, et on se passe des informations. Donc, du coup, une fois que la communication dérape dans une situation donnée, tout ce que le gouvernement fait ne passe plus. On a l'impression que ceux qui nous attaquent sont beaucoup plus crédibles
que nous qui sommes attaqués. Donc il faudra évidemment de ce côté-là que le gouvernement revoie sa communication, sa façon de parler, ces messages qu'il donne. Sinon, s'il ne donne pas les messages normalement, ça va poser un certain nombre de situations. Maintenant, il est évident que quand on regardait, c'est moi qui ai parlé de dysfonctionnement, bon, on est dans une situation assez difficile. Les dysfonctionnements, il est assez grave parce que quand on regarde INATA, on regarde un certain nombre de choses. Ça veut dire, vous avez posé un problème assez important, c'est la question de l'information, du renseignement. Moi, je me suis toujours abstenu d'employer le mot renseignement sur le plateau parce que pour ne pas donner un certain nombre de choses, mais ça veut dire qu'il faudra qu'on revoie. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure au début qu'il faudra qu'on revoie tout le fonctionnement de notre armée, toute la structuration de notre armée. Voilà, parce que échanger, sanctionner 2 personnes, bon, ça peut-être, oui, mais ça ne va pas résoudre toute la situation. Il faut revoir tout le fonctionnement de l'armée, du sommet jusqu'à la base, afin qu'on ne puisse pas se retrouver dans une telle situation. Ici, il faut qu'on s'attarde sur les 2 éléments qui sont ressortis comme ayant été les fonctionnements, le dysfonctionnement CRIA. Il s'agit notamment de cette question de rupture d'alimentation et aussi de cette question de non-relève. Parce que ceux qui étaient en place devaient être relevés bien longtemps avant, peut-être 1 mois ou même d'ailleurs. Et on revoit régulièrement, le problème revient, que les relèves ne sont pas faites à temps. Des soldats qui sont allés peut-être pour 3 mois se retrouvent à faire 6 mois ou même plus. Et donc souvent, ça pose aussi des problèmes. Et là également, on a eu un problème de relève où la relève était bloquée dans une autre localité. Ils ne pouvaient pas accéder parce qu'ils demandaient un moyen aérien pour le couvrir, pour pouvoir arriver. Ils ne savaient pas faire, etc. Oui, alors il faut rappeler que INATA, c'est dans la brousse, c'est une mine. Une mine qui est dans la brousse, qui n'est pas exploitée pour l'instant, mais que la gendarmerie sécurise. Parce que si les terroristes mettent la main dessus, c'est une source supplémentaire de financement de leurs activités criminelles. Donc c'est pour ça que la mine-là est gardée, protégée par la gendarmerie. Maintenant, ce qui s'est passé, bon, on a quand même eu le temps de collecter, de chercher à s'informer. C'est une mine aux arrêts. Elle a été exploitée, elle est aux arrêts. Pour l'instant, elle est aux arrêts. Elle est aux arrêts suite à une question de gestion. Elle est aux arrêts pour l'instant. Voilà. Donc, mais on a eu quand même le temps de couper les informations des uns et des autres. Quand le président parle du dysfonctionnement, il y a eu un dysfonctionnement qui est très grave. Effectivement, les responsabilités doivent être tuées. Quelle est l'expression qu'il a utilisée? Sans exception. Les sanctions seront appliquées sans exception. Il s'est passé quelque chose effectivement de grave. Parce que de ce qu'on sait, c'est que les vivres sont arrivés jusqu'à Djibo. Ils sont arrivés jusqu'à Djibo. Maintenant, c'est de Djibo jusqu'à la mine. Il y a eu un problème parce que ceux qui devaient acheminer les vivres ont demandé à être héliportés. Prétextant que la voie était minée. Ça rappelle étrangement Solan. Quand la base, il y a 15 km, a prétexté que la voie était minée pour ne pas intervenir, quand les terroristes massacraient la population pendant 4 heures. Exactement la même argumentaire qui aurait été utilisé. Ils ont demandé à être héliportés parce que la voie serait minée. Donc, et c'est dans ce temps de flottement que... Mais justement, pourquoi ils n'ont pas été héliportés? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison, ceux qui disaient qu'ils ne pouvaient pas aller quand même sauter sur des mines, entendu que c'est un peu le mode opératoire, ça arrive à ce moment. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas donc, dès cet instant-là, être héliportés parce qu'il fallait relever des gens pour être plus efficaces? Alors, c'est une question qu'on peut se poser, mais ce que je sais aussi, c'est que ceux qui même devaient aller relever les autres, évidemment, ils ont refusé d'y aller. Et ils ont opposé un refus catégorique à la hiérarchie qui leur intimait leur d'y aller. Donc, ça pose effectivement une question de responsabilité et de crédibilité d'un certain nombre d'officiers et qui sont aux manettes. Parce que c'est quoi? Soyons sérieux. Je suis responsable. Quelqu'un m'avait expliqué que dans l'armée, c'est bête, entre griffes. J'ai un galon supérieur au tien, je te commande. Et c'est comme ça. Toi aussi, tu commandes, voilà, c'est comme ça. C'est la discipline de l'armée est fondée sur ça. Bon, c'est ça, les grades. Les grades qui font la force de l'armée. C'est ça qui fait la force de l'armée, c'est comme ça. Mais quand un gradé donne des instructions à un moins gradé qui refuse d'exécuter,
c'est qu'il y a un problème. Et là, on rentre justement dans ce dysfonctionnement-là, et qui est lié aussi au fait que, bon, ça a été évoqué plusieurs fois, il y a un certain nombre de gens qui sont dans l'armée qui sont corrompus, qui ont sapé leur... Laisse-moi finir. Je voudrais qu'avant qu'on avance un peu, Boukouma, est-ce que, quand par exemple, on regarde un peu l'ensemble des attaques qui ont été perpétrées jusque-là, on sait que les routes sont souvent minées. Et quand par exemple un détachement qui doit relever estime que la voie est minée, qu'elle a besoin d'un moyen pour y arriver, est-ce que ce n'est pas ce moyen qu'il fallait trouver plutôt que d'accuser une indiscipline quelconque? Non, bon, pourquoi pas? Peut-être il y a d'autres moyens, mais il pouvait aussi déminer la voie progressivement, parce que c'est pas quelque chose qui a duré une journée. Donc, quand des gens ont perdu leur autorité, quand les gens n'ont plus d'ascendance sur les moyens gradés, ça pose ce problème-là. Et ça a été évoqué à plusieurs reprises. J'ai écouté la conférence de presse du NIR RPS qui demandait que des jeunes officiers soient mis en situation de responsabilité et que les autres là soient vidés, parce que la vérité, c'est que, il faut qu'on se dise la vérité, depuis 5 ans, quand vous regardez l'enquête de Rennes-Lac, ceux qui arrivent au top 5 là, il y a la gendarmerie, il y a la police nationale, il y a la police municipale, il y a la gendarmerie. Donc, ça fait depuis 5 ans. Comment voulez-vous, puis ça reflète aussi ce qui se passe dans l'armée, comment voulez-vous que dans une société avec une corruption généralisée, il y ait un niveau de vertu futile dans l'armée? Ce à quoi nous avons assisté, ce sont les conséquences justement du fait qu'un certain nombre d'officiers se sont discrédités auprès de la troupe, auprès des moins gradés, et qu'ils n'ont plus d'ascendant sur eux. Et c'est ça. Je reviens un peu sur ma question. Est-ce que supposons qu'on soit dans une armée normale, où il n'y a pas de corruption, une armée propre, clean, est-ce que ce qui est demandé, une couverture pour la sécurité des hommes, n'est pas normal? Est-ce que les hommes iront se faire sauter sur des mines? Est-ce que ça, on peut considérer ça comme étant un problème d'indiscipline ou de manque de crédibilité d'une hiérarchie donnée? Pourquoi il n'existe pas donc ce moyen d'héliporter les gens là où il faut? Moi, je n'ai pas de réponse à... Moi, je voulais dire quelque chose. J'imagine que les services de renseignement, quand ils veulent infiltrer un groupe, ils ne viennent pas en tenue militaire avec des galons pour infiltrer un groupe. Si par exemple la police veut infiltrer des bandits pour les attraper, ils ne partent pas en tenue militaire pour infiltrer le groupe. Pourquoi aujourd'hui les terroristes utilisent des moyens pour venir nous attaquer et nous ne pouvons pas utiliser les mêmes moyens pour aller combattre? Si les terroristes utilisent des motos à deux, à des binômes, pourquoi nous voudrions prendre des véhicules pour aller nous faire sauter, sachant qu'ils vont les miner? Je pense que... Les FDS utilisent aussi les motos. À Mangodara, on a vu un binôme qui a sauté. Mais voilà, c'est pourquoi j'ai dit... Donc les FDS utilisent les motos. J'ai dit, je pense que la guerre qu'on nous mène avec les moyens, si on n'utilise pas les mêmes moyens pour combattre les terroristes, on n'arrivera pas. C'est vrai qu'on devrait pouvoir héliporter. Mais je pense que ça fait 6 ans que nous parlons de cette affaire. Aujourd'hui, regardez, la fois dernière, j'ai suivi le documentaire où on a déroulé tous les militaires que nous avons perdus dans cette guerre. Le plus gradé, c'est un lieutenant. Si un général sautait, la donne changerait. Si un colonel-major sautait, la donne changerait. Si on envoie toujours les petits-enfants dans la guerre, rien ne va changer. Je suis sûr que si c'était un colonel qui commandait le détachement, il ne va pas parler à ses collègues colonels pour leur dire qu'on n'a pas à manger et que ça va laisser lettre morte. Et lui aussi, il a parlé des gens qui ne respectent pas les hauts gradés. Mais on l'a toujours dit, mais la discipline fait la force des armées. Effectivement, un général qui arrive, un colonel-major, serre les fesses et le salue. Et c'est le général qui donne des ordres. Et même dans les généraux, un général
Plus âgé. plus âgés, L'officier le au plus grade le ancien. plus élevé. oui, Dans quand le il grade donne le plus des ordres élevé. à notre colonel, là, il exécute. Or, aujourd'hui, nous avons malheureusement, bon, on va dire, ça n'a pas commencé avec l'armée d'aujourd'hui. On a vu des caporaux qui donnaient des instructions à des colonels. Mais ça ne doit pas se faire dans l'armée. Dans l'armée, c'est comme si vous êtes même dans les entreprises. Mais André, je reviens toujours à ma même question. Est-ce qu'on voudrait dire que même quand les soldats sont dans une situation imminemment dangereuse, suicidaire, Oui. ils doivent accepter le commandement pour y aller, comme par exemple les routes où ça saute, et qu'on a par exemple là, dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu un hélico qui allait ramasser Non, les vous corps. savez, Pourquoi l'hélico ne viendrait pas donc vous déposer, savez, transporter les dans le commandement, il y a deux genres de commandement. Il y a ceux qui se mettent devant la troupe et que la troupe suit, et il y a ceux qui se mettent derrière la troupe. Si le général se met devant la troupe suivra, quel que soit le danger. Mais si le général reste derrière pour envoyer les jeunes, ils n'iront pas. C'est le genre de commandement Je voulais que juste nous devons ajouter une chercher. chose. Je voulais juste ajouter une chose. Une minute. Je voulais Juste une seconde et puis il va voilà, aller je ne connais pas très bien la configuration, mais lorsque à Solane c'est arrivé, que cet argument a été sorti sur la route qui était minée, soyons sérieux. Moi, si je quitte chez moi pour venir à BF1 et que la voie par laquelle je passe habituellement est bloquée, mais je trouve une autre voie pour arriver ici. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin qui pourra aboutir À Inata. à Inata? Moi, ça, c'est un argument Mais qui s'il existe le ne moyen, me convainc pas du tout. Pourquoi Oui, pas? pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, dans une situation de crise, de détresse comme ça, ça me surprend qu'on me dise qu'il n'y a qu'une seule voie pour accéder à une mine qui est gardée, qui est attaquée par des terroristes. Le bon sens ne peut même pas accepter ça. Ben, je sais pas, on a évoqué beaucoup de... Oui, la question est là sur les dysfonctionnements. Il faut qu'on en parle un peu. Une relève qui ne peut pas accéder compte tenu de la dangerosité de la voie, qui demande plutôt d'être héliportée, ça ne se fait pas. Et bon, conséquence du manque d'alimentation aussi pour ceux qui sont sur place. Non, il ne faut pas lier parce que la question de manque d'alimentation et de primes, je pense que ça, c'est plutôt des questions d'intendance. Maintenant, la question de l'héliportage, si je peux ainsi m'exprimer, ça c'est les moyens aériens. Or, dans notre pays, tel que l'armée est organisée, vous avez une armée de l'air. Je pense que c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air qui devait plutôt répondre. Non, il nous avait même dit que maintenant on avait les moyens. Il a dit Minungu. Bon, moi, je n'en sais rien, mais je vous dis que dans une armée normale, ça, c'est des questions de moyens aériens. Et là, c'est lui qui doit répondre. Mais maintenant, lui, est-ce qu'il a les moyens? Est-ce qu'il a les moyens matériels et même les moyens en tant que pouvoir d'envoyer, par exemple? Ça suppose que les armées travaillent ensemble, l'armée de terre, l'armée de l'air, et que même la gendarmerie, tous ces gens travaillent ensemble, et que chacun qui coordonne, et que je pense que ça peut aussi être un dysfonctionnement. S'il n'y a pas une entente entre tous les différents acteurs qui interviennent, ben, chacun peut recevoir. Par exemple, si l'ordre, par exemple, de l'IPOR n'arrive pas à temps, bon, ou ça peut arriver, on l'exécute en retard, selon ses bonnes volontés, parce qu'on ne s'entend pas avec notre collègue de l'armée de terre ou de la gendarmerie. Tout ça, ça peut créer des dysfonctionnements. En tout cas, les citoyens, les gens se posent la question. Alors, quand il y a une attaque, juste après l'attaque, on voit un hélico qui va donc chercher les cadavres, etc. C'est ça qui traumatise davantage les Burkinabés, parce que c'est les mêmes moyens qu'on utilise et dans un temps vraiment rapide pour aller donc, quand le médecin après la mort. Mais attends, Conseil-Mo, nous avons un chef d'état-major général des armées. C'est lui qui doit coordonner tout ça. Donc, normalement, il ne doit pas avoir de dysfonctionnement. Puisque si le chef d'état-major général donne des instructions à l'armée de l'air, ça exécute. Eugène est en train d'ici dénoncer le principe. Il y a un chef d'état-major général des armées qui, normalement, lorsqu'il parle, personne ne devrait parler, sauf le ministre de la Défense ou le chef suprême des armées. Mais il faut reconnaître clairement qu'il y a eu dysfonctionnement dans cette situation. Ça dit dysfonctionnement parce que d'abord les gens ont eu, à quel moment, ceux qui ont installé les mines, à quel moment ils ont installé les mines? Comment ils ont pu installer les mines sans qu'on ne sache qu'ils sont en train d'installer les mines? Et puis les militaires qui étaient à l'intérieur de la garnison, ils ont su que les gens ont installé les mines, ils ont informé, la route est minée, et les autres disent
comme la route est minée, nous ne pouvons pas venir. Il faut un vecteur aérien pour nous apporter le ravitaillement et puis ensuite faire comment on appelle ça? La relève. Bon, tout ça là, ça n'a pas été fait. Et pourquoi? Cela nous montre clairement qu'au sein de notre armée, il y a encore du travail à faire. Au niveau de la hiérarchie, il y a un gros boulot à faire. Et si les hommes de la troupe ont le toupet, excusez-moi l'expression, ont le toupet de refuser d'exécuter des ordres venant du sommet, C'est une mutinerie. Hein. ça veut dire quand même, c'est assez grave. Ça veut dire qu'ils ont certains éléments qui leur permettent de le faire. Et si je ne voulais pas aggraver la situation déjà grave de notre pays, on pourrait dire que c'est une mutinerie. Mais Ali, c'est facile peut-être de qualifier les choses comme ça. Mais est-ce que pour des gens qui sont conscients qu'ils vont aller sauter, et ce n'est pas la première fois. Non, je ne suis pas. Depuis longtemps, ça se passe, les mêmes problèmes reviennent. Est-ce qu'ils ne sont pas en droit aujourd'hui pour leur vie? Suivez le raisonnement. Je ne suis pas en train d'accuser ceux qui ont refusé de partir. Je suis en train de dire qu'il y a un dysfonctionnement dans notre armée et qu'il faudra qu'on voit pour que les routes utilisées par nos militaires ne soient pas minées, parce que nous avons les moyens de les contrôler. Et puis, je ne suis pas militaire, mais je connais quelques trucs. Je sais aussi que les militaires travaillent aussi avec la géographie, travaillent avec la topographie, ils connaissent leur territoire, ils connaissent le sol. J'imagine que il y a le génie militaire capable qui fait tout ce travail-là. Pourquoi tous ces gens-là ne sont pas mis à contribution pour cela? Donc, ça donne l'impression que les gens s'amusent là-bas, excusez-moi, s'amusent, alors que ce n'est pas un lieu de jeu. On a perdu beaucoup de gens, on a perdu la crédibilité, parce que non seulement on perd des hommes, on perd la crédibilité de notre pays, on perd la crédibilité de nos soldats, et du coup, notre pays qui avait un certain niveau est en train de perdre. Donc, ce dysfonctionnement dont parle le président, il faut qu'il prenne cette situation à bras le corps et qu'enfin on trouve qu'est-ce qui ne va pas afin que prochainement, on ne reçoit justement, il y a quand même le discours du président. Est-ce que c'était le discours, il n'était pas suffisamment, je vais dire, il ne satisfait pas. Le président qui dit qu'on va faire des enquêtes, les gens disent, mais toujours on fait des enquêtes au Burkina, ça n'aboutit pas. Le président qui dit qu'on va sanctionner, bon, il y a eu 2 sanctions, les gens estiment que ce n'est pas suffisant, etc. Est-ce que le discours du président, selon vous, était un discours qui était vraiment adapté à la situation où il fallait un discours qui aille plus loin que ça? Évariste, pour commencer. Le minimum qu'il pouvait faire, c'est les sanctions administratives. Parce que, je dis ça parce que quand vous poussez loin, on pouvait avoir du pénal dedans, parce que non-assistance à personne en danger. Mais dans le contexte actuel, où nous avons pas mal de problèmes, où notre armée même est en déconfiture, est-ce qu'on peut prendre le risque d'aller au-delà et sanctionner plus des éléments de la hiérarchie ou même des... C'est pas possible. Donc ça, il faut être réaliste. Donc c'est le minimum qu'il pouvait faire. Maintenant, mais ça, il faut noter que c'est une première. Parce que depuis la survenue des drames, il y a eu plusieurs cas Solan et autres, on n'a jamais eu des cas où on a relevé des commandements ou des responsables. Mais ça, c'est quand même une première. Ça veut dire quand même que ça marque le coup. Et peut-être que ça va marquer, ça va être le début d'une rupture avec peut-être un passé où on avait l'impression que le président, en tant que chef d'état général, en fait, des armées, chef suprême des armées, était plutôt passif devant une situation qui nécessitait beaucoup de l'énergie, beaucoup d'action. Bon, mais je pense que c'est peut-être... Sinon, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre encore? Parce que moi, alors, je voudrais, avant que André Eugène prenne la parole, juste rectifier quelque chose qu'on a eu à dire ici, qui n'est pas quelque chose d'officiel concernant Touéni, l'attaque de Touéni. L'armée, en tant que telle, n'a pas fait un communiqué, je pense, pour dire certaines choses. Donc, je crois que ce sont un peu les réseaux sociaux. Il faut préciser, les 90 morts en question des terroristes, ce sont des effets des réseaux sociaux. D'accord, on prend acte. Mais quand j'imagine aujourd'hui, j'imagine que ceux qui exercent la suprématie du pouvoir doivent être dans une solitude terrible, ce qu'on appelle la solitude du pouvoir. Parce que si tu n'as pas les hommes loyaux qui répercutent tes ordres, c'est un problème. Aujourd'hui, j'imagine, quand le président sort et qu'il parle, mais on peut imaginer toute la peine et toute la misère qu'il a. Et c'est la solitude du pouvoir. Parce que comme ça, les ordres doivent être exécutés en descendant.
Aujourd'hui, tu vas donner des instructions et puis ça ne suit pas. Regardez tout le budget que l'on a mis dans l'armée pour cette guerre et qui n'arrive pas. Aujourd'hui, il a dit qu'on ne devrait plus parler On parler de questions alimentaires. Mais effectivement, C'est un tiers du budget qui est affecté. il y a des gens qui coupent et qui calent. Et ça, c'est pas normal. Mais ce n'est pas la faute du président. Ça veut dire que les hommes qu'il a pour mener cette guerre ne sont pas à la hauteur du combat. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, il peut faire quelque chose. Est-ce que pour autant, Il peut faire quelque chose. D'accord. Non, en fait, je dis le drame de notre pays parfois, c'est que quand on mène des élections, qu'on arrive au pouvoir, on a l'impression qu'on est obligé de s'entourer de ces militants, de cette... Non, pour des postes, je dis il y a des postes en principe réservés aux militants. Mais il devrait aussi avoir des postes réservés aux non-militants. Non, mais pour la survie de la République. Voilà, et c'est le pays. Bon, et là, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Quand on est là, on parle des mots de notre armée qui datent depuis Mathusalem. Oui. Alors qu'on est en face à une urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser cette armée-là continuer et recréer un autre corps d'armée et avec des règles qui sont adaptées aux nouvelles réalités. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas dire qu'on ne peut rien faire. On peut faire quelque chose. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'homme. On a les ressources. Vous savez combien de recrues on fait, que ce soit dans la police, la gendarmerie ou dans l'armée, par an? Vous savez combien on en recrute? Mais il faut les recruter, les affecter, créer un nouveau corps d'armée, adapté aux réalités, avec des règles. Moi-même, dans ce corps-là, même, je pense qu'on ne peut pas passer... Les grades automatiques, là, il faut les supprimer. Passer de capitaine à commandant ou bien colonel, il faut repartir à l'école. Il y a toutes ces règles-là qu'on peut faire, de sorte à avoir une armée, on peut... Et même qui peut combattre le terrorisme. Cette armée n'a peut-être pas besoin de 4x4. Peut-être avec des motos, avec les mêmes moyens que les terroristes. C'est possible. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous savez, je dis quelque chose. Quand vous recrutez des gens qui ne sont pas de votre nation pour mener une guerre, on les appelle des terroristes. Non, des mercenaires. Des mercenaires. Dans la droite ligne de Évariste, moi je dirais qu'il faut recruter des mercenaires burkinabés. Ça veut dire qu'il faut recruter des patriotes qui disent... Mais il y en a déjà, les VDP qui sont là. Non, mais attendez, ces VDP-là, on ne les utilise pas comme des mercenaires. Un mercenaire, quand il parle à la André guerre... Génil. Non, ce que je veux dire... On a recruté, on a fait une loi ici. Si tu me laissais... Et les VDP aujourd'hui, c'est la mort dans l'âme qu'ils parlent. Non, je veux dire... Si vous recrutez... Mon raisonnement, c'est que si vous recrutez un mercenaire, il sait combien il gagne, il sait combien, même s'il meurt, combien sa famille gagne, etc. Et c'est payé, même avant. Ces VDP-là, si on leur donnait des moyens, comme si on les recrutait comme des mercenaires, mais ce ne sont pas des mercenaires, puisqu'ils sont de chez nous. Si on leur donnait les moyens pour le combat, vos propres soldats, vous ne leur donnez pas à manger. On ne va pas parler des VDP. Si on leur donnait les moyens pour le combat, on ne serait pas là où nous en sommes aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Voilà, je voulais ajouter sur ce qui a été dit. Évariste l'a relevé. Il y a 2 responsables militaires qui ont été... Ça, c'est la sanction administrative. C'est le minimum qui pouvait être fait. Ce qu'il faut vraiment espérer, mais que ça soit bien fait et vite fait, c'est que l'enquête situe exactement la chaîne de responsabilité pour qu'on sache qui est coupable de quoi. Évidemment, le chef de l'État, en tant que chef suprême des armées, est responsable. Il est responsable. Mais est-ce qu'il est coupable des dysfonctionnements qui ont été constatés et qui ont abouti à ce massacre-là, à ce drame-là? Bon, la question est posée. Moi, je ne plaide pas pour cette thèse. Seulement, non, je vais ajouter une chose. C'est qu'il faut que ceux qui n'ont pas assumé leur responsabilité soient identifiés et sanctionnés. Pour une raison simple. D'abord, je l'ai déjà dit ici. Parce qu'ils ont failli, ils doivent être sanctionnés suffisamment à la hauteur de leur faute. Et ça va donner aussi un signal fort à ceux qui seraient tentés ou de jouer aux dilettantes dans une situation comme ça. Non, mais pour qu'ils prennent leurs responsabilités je vais poser une question au sérieux. Est-ce que quand on regarde depuis un certain temps, depuis quelques années, les attaques qui se font, il y a toujours... Est-ce qu'il y a eu je vais dire, est-ce qu'on a toujours cherché la cause, on a toujours cherché les défaillants, on a toujours sanctionné? Bon, est-ce que ce n'est pas ça aussi qui est le problème? Oui, mais c'est vrai. En fait, beaucoup de choses se sont passées. En fait, pendant longtemps, dans notre armée, ça a toujours été l'armée
des amis de l'amitié. J'ai dit, je suis colonel, j'ai un cousin qui est un peu bandit. J'ai dit, bon, je t'amène dans l'armée pour qu'on te redresse là. Mais l'armée, ce n'est pas un centre de formation. Le général Honoré l'avait dit, Traoré l'avait dit clairement au lendemain des mutineries de 2011. Voilà. Il l'avait dit clairement. Il l'avait dit clairement, donc ce n'est pas une invention de ce plateau. Donc il faut qu'on mette fin à cette histoire. Il y a certaines personnes même qui vont jusqu'à... Mais ça, je mets ça entre griffes parce que je n'ai pas de preuves sur ça. On met ça... Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à dire, mais écoute Ali, même au PMK, si tu veux faire rentrer ton fils, tu peux. J'ai jeté ça en touche parce que je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas quelque chose de priorité. La décharge du PMK, c'est l'école qui fait les meilleurs résultats au Non, bac, ça, au BPC, oui, mais etc. ça, Donc on ne peut pas dire qu'il y a la... Le PMK n'a pas vocation à former je veux dire... Ils font de très bons résultats. Oui, je sais, mais je dis donc, le PMK n'a pas vocation à former des médecins ou des ceci, cela. Le PMK a vocation à former des officiers de commandement d'un haut niveau. Donc si on fait la magouille pour faire entrer un enfant là-bas, et il sait très bien qu'il est rentré parce que tonton est ceci ou tata est cela, c'est pas bon. Mais ça, je n'en prends pas en compte. Oui, parce que je n'ai pas, pas de preuves. Je n'ai pas tous les éléments. Et les résultats au PMK sont tellement bons. Non, mais je vous dis de ne pas parler des éléments parce que ça, c'est pas sa vocation. Okay. Voilà. Maintenant, il faudra, comme disait André Eugène, on n'a pas besoin de VDP ou bien de trucs. Il faut seulement revoir notre armée et puis essayer de recruter de façon sérieuse ceux qui ont envie de rentrer dans l'armée et les former sérieusement, mettre à leur disposition les moyens qu'il faut pour qu'ils se battent. Quand un militaire dit, en train de hurler là-bas, on a faim, on n'a pas à manger, alors qu'on a une intendance militaire qui s'occupe de cela, on a des vecteurs aériens qui sont capables d'aller leur donner de la nourriture, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement assez grave et que le président du FASO, en tant que chef suprême des armées, devrait normalement tenir un conseil de guerre autour de cette question pour qu'on n'en parle plus. Je ne dis pas que si ça c'est résolu, il n'y aura plus de morts, mais au moins, il ne faut pas qu'un militaire meurt parce qu'il a faim. Merci, Ali. Des armes. Non, pas que. Il y a aussi le fait que souvent, Évariste Conservo, souvent, les militaires qui sont attaqués appellent au secours qu'ils soient couverts par l'air et ça ne vient pas aussi. Mais je parlais de tout ça. Il n'y a pas que la nourriture. Je parlais il y a de aussi, tout ça. Quand il y a les attaques, comment de façon opérationnelle aussi, on peut aider avec les avions. Non, c'est comme je l'ai dit, moi, de mon point de vue, parce que je n'arrive pas à comprendre si normalement les ordres ont été transmis, parce qu'au sommet, on a le grand Manitou, le chef d'état-major général, qui supervise celui de la terre, l'armée de terre, l'armée de l'air. Dans d'autres pays, il y a la marine, il n'y en a pas ici, mais même la gendarmerie fait partie de toute l'armée. Oui. Bon, maintenant, si tout ça, les informations doivent lui remonter et lui, il doit les faire redescendre avec des instructions. Non, maintenant, comment je vais ajouter juste une minute. Non, une minute, c'est trop. On va passer au second sujet. Oui, mais je rappelle par rapport aux vecteurs aériens et tout ça. Récemment, il y a un officier de l'armée de l'air qui a dit qu'on avait les éléments nécessaires et qu'on pouvait joindre les 4 sur toutes nos frontières. Merci. Donc, en attendant, côté, l'opposition semble vouloir mettre une commission en place pour vérifier si le matériel acquis aussi est de qualité. On entend aussi des informations sur le problème du matériel, des avions qui sont cloués, qui ne marchent pas. Marcheraient pas, etc. Donc, il faut beaucoup peut-être de la lumière sur tout ça. On va continuer pour parler de l'onde de choc donc, de cette attaque-là qui a contaminé la sphère politique. On a vu par exemple des manifestations, beaucoup de mouvements se sont tout de suite créés, initiatives de regroupement, Sauvons le Burkina Faso, mouvement Sauvons le Burkina Faso, mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Autant de mouvements, l'opposition qui est montée vraiment d'un cran pour demander, et tous, d'une certaine façon, appellent au départ du président du Faso. Quelle est votre lecture, Bokouma, sur tout ça? Les gens estiment que trop, c'est trop, et que c'est une question d'inefficacité politique. Oui, bon, effectivement, le mouvement Sauvons le Burkina Faso a appelé à une manifestation la semaine dernière. Je pense que le 27 également. Non, le 27, c'est le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso. Ouais. Ça, c'est eux qui appellent maintenant à manifester le 27. L'opposition, pour l'instant, doit faire... Je vais corriger. Le mouvement Sauvons le Burkina Faso de Ibrahim Maïga a appelé dès sa naissance à une manifestation le 27 novembre. Le mouvement populaire Sauvons le Burkina Faso, donc de Marcel Tankwano, Hervé Ouattara et autres,
ont lancé l'idée, ont menacé d'appeler à une désobéissance civile. Voilà un peu la différence. Ah, bon. Donc, parce qu'entre les, Voilà, les donc deux, les deux mouvements populaires, avec Burkina Faso, on ne se retrouve pas toujours. Bon, je trouve que c'est le rôle de la société civile. Hein, ils apprécient la situation, ils sont dans leur rôle et ils pensent que voilà, le départ du président est la solution. Bon. L'opposition aussi également a fait sa sortie et avec un certain nombre de critiques qu'ils ont énumérées, qui rejoint l'essentiel de ce que nous disons ici, et sur les dysfonctionnements, le manque de cohérence dans la chaîne de commandement et tout, les résultats qui ne sont pas au rendez-vous, avec les moyens pourtant qui sont, c'est quand même 700 milliards de francs qui ont été débloqués pour la loi de programmation militaire. C'est quand même pas sur 5 ans, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire quand vous prenez le budget de l'État, beaucoup a été réorienté vers la sécurité et la défense. Donc on est en droit quand même d'attendre à des résultats meilleurs que ceux qu'on a. Donc c'est tout à fait normal. Ça, c'est pas seulement l'opposition qui le dit. Maintenant, la conséquence politique que chacun peut en tirer, ça, je pense que l'opposition aussi est dans son rôle de demander la démission du président parce que, bon, voilà, c'est l'opposition, il ne peut pas demander autre chose vu le contexte. Hein, c'est une question d'appréciation. Bon, maintenant, est-ce que c'est la solution quand on regarde sur le long terme? On a déjà débattu de ça la dernière fois ici. En prenant en compte toutes les conséquences que ça peut avoir, tout le flottement que l'instabilité institutionnelle va apporter. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup d'éléments qui font que, bon, selon qu'on a une analyse optimiste ou pessimiste, on en tire des conclusions ou des leçons qui sont diamétralement opposées. Évariste Fossenko, c'est bon. Non, aujourd'hui, c'est un peu la revendication qu'on va dire qui est un peu plus en... Mais on attend que l'opposition fasse son bilan, son évaluation. Bon, c'est devenu une affaire politique. Non, mais d'abord, il faut noter qu'avant que l'opposition, tout a commencé avec la sortie de CEFOP, il y avait les meetings, marches au niveau de l'Est. Et ça portait quand même, c'était une exaspération des populations. À Titao, à Kaya également. Il y avait, ça et là, il y avait quand même des manifestations et l'opposition, à travers le CEFOP, a donné un délai pour que les choses changent. À défaut de quoi, donc, demain, on invite l'ensemble des Burkinabés à se tenir prêts pour les mots d'ordre. Et à la suite de ça, maintenant, on a vu toute une cascade. Docteur Aristide Ouedraogo avec son mouvement, il y a plein. Bon, moi, ce que je veux dire dans ça, c'est que il faut que les Burkinabés soient très vigilants et qu'on fasse très attention. Il ne faudrait pas que la grande majorité silencieuse, hein, parce que tous ceux qui s'agitent là, ce n'est pas forcément des gens représentatifs, et que nous ayons à cœur et à vue l'intérêt de notre pays et la stabilité de notre pays. Parce que quand même, quand on regarde ailleurs, on voit il y a des cas, des exemples. Et surtout nous-mêmes, nous ressortons il n'y a pas longtemps, de 2014, d'une situation très dramatique. S'il y avait eu un transfert pacifique du pouvoir, on aurait fait l'économie de beaucoup de catastrophes. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Il faut tirer des leçons. Hein, parce que changer pour changer, je ne dis pas. Peut-être pourquoi est-ce que tous ces acteurs ne peuvent pas se réunir autour donc, de ceux qui ont le pouvoir pour accompagner, je ne sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi il faut forcément casser, détruire, construire? Je ne sais pas. Je pense que je suis qu'un simple citoyen et je n'ai jamais trempé ma moustache soit dans les 27 années ni dans mes nains autres. Je me lève tous les matins. Tu n'en as pas d'ailleurs. Comme beaucoup d'ailleurs. Moi, pour mon cas, je ne suis pas seul. Hein. Il y a beaucoup de Burkinabés. Quand on écoute les Burkinabés, dans leur exaspération, ils estiment que quand on a en face un pouvoir qui n'est pas à même d'assurer la sécurité... Quel Burkinabé? Quand vous dites quand on écoute... Moi, par exemple, je suis un Burkinabé. On écoute sur les radios, on voit les marches. Il ne faudra pas suivre les aventures. On a vu à Bobo Dioulasso. On a vu à Bobo Dioulasso. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont rien à perdre dans ce pays. Et je me demande même s'ils aiment ce pays. Il y a des gens qui parlent, dans leur vie, ils n'ont jamais payé même des impôts. Non, il faut faire très attention. Voilà. Je ne dis pas que la situation est bonne, elle est mauvaise. Et il faut même changer de politique. Mais je dis, réfléchissons ensemble et trouvons des solutions qui puissent améliorer, mais pas détruire. Moi, je voudrais dire quelque chose. André Géniboulou, on a vu par exemple à Bobo des manifestations où, par exemple, les gens s'en sont pris même à l'image à un poste du président, etc. Il y a eu quand même du monde, les marchés ont été fermés et tout. Et c'était la revendication. Est-ce que quelque part, le pouvoir n'est pas aujourd'hui face à une réalité assez difficile pour lui?
Moi, je voudrais emprunter une voix très officielle d'une personne qui a parlé, notamment Maître Benewende. On ne peut pas dire qu'il n'est pas représentatif dans le pays parce qu'il a été chef de file de l'opposition, il a été un opposant, aujourd'hui il est ministre. Et au gouvernement, oui. Il est au gouvernement. Il a dit, il faut que le président secoue le cocotier. Ce sont ses mots. Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cocotier à Ouagadougou. C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que le président bouge. Il faut que le président fasse des actions. Je pense que ce que l'homme demande au président du Faso, c'est de s'assumer et de prendre des actions et de faire des actions. Parce que, encore une fois, on peut agir et mal agir. C'est excusable. Ce qui n'est pas excusable, c'est quand on n'agit pas. Aujourd'hui, je crois que la colère des gens, c'est de demander à ce que la gouvernance soit une gouvernance active. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé des sanctions. Mais vous avez souvenance, pendant les 6 ans, que là, on a élevé la voix contre quelqu'un dont tout le monde dit qu'il a mal fait. Aujourd'hui, ce que les gens reprochent, c'est que les gens, une fois que tu es mis à un endroit, même si tu ne fais rien, tu ne bougeras pas. Aujourd'hui, si tu es nommé à un poste de responsabilité, la première question que tu poses, c'est où se trouve la caisse? Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est ça que les gens dénoncent. Il faut que le président, en tant que chef suprême des armées, s'assume et fasse des actions. Aujourd'hui, il y a des gens qui devaient passer au 5e poteau parce qu'ils ont laissé tuer des jeunes. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est ça qui donne la colère des gens. C'est pas qu'on a mal agi. C'est ça que les gens n'agissent pas. On ne peut pas accepter que les gens continuent de rouler leur bédaine à Ouagadougou pendant qu'on tue nos jeunes dans les quartiers et dans les champs de guerre. C'est ça que les gens dénoncent. Si le président agit, si le chef suprême des armées va au combat, pas physiquement, mais dans son esprit, il est au combat pour dire aux gens de suivre, vous allez voir que la colère va tomber. Ce que les gens disent... Mais concrètement, qu'est-ce que le président ferait? C'est de Il doit s'assumer. Il n'a qu'à s'assumer et mettre les gens qu'il faut. Moi, je dirais aujourd'hui, si vous demandez ce qu'il fait, nous, on a beaucoup de généraux. Mettez les généraux 2 par 2 dans les régions. Tirez les colonels que vous voulez. Mais nous voulons que cette affaire-là cesse. Moi, je suis sûr que s'il y a des généraux dans les régions pour gouverner les régions, on n'aura pas toute la chaîne. On venait de parler un peu de ce que c'est que aussi la gestion, cette gouvernance de l'armée. Si, par exemple, on vote des budgets colossaux comme ça, il n'y a pas du matériel, il n'y a pas des avions qu'on va acheter. Vous croyez qu'un général va aller dans une région pour gouverner une région? Si on lui donne le but, il suffit seulement d'envoyer des généraux dans les régions pour que les choses s'arrangent? Ou est-ce qu'il faut concrètement qu'il y ait réellement une volonté de mettre des choses qu'il faut, nous qui parlons simplement, moi je dis il y a 700 milliards, non? Qu'on a débloqué, non? On a 13 régions. On n'a qu'à faire la péréquation. On n'a qu'à donner à chaque général son budget pour qu'il aille régler les problèmes. S'il prend pour acheter des hélicos pourris et que les gens viennent le tuer avec ces hélicos pourris, c'est son problème. Je suis sûr que les choses... je pense que sur la question de... On parle de la question des revendications, des manifestations qui se passent aujourd'hui. Sur les revendications et tout ça, on pourrait dire que c'est assez normal parce que les gens sont dans une situation assez difficile. Ils attendent les morts et ceci, cela. Je crois que quand ils disent, ils demandent la démission du président, je voudrais employer un autre mot encore. En fait, c'est une façon de demander au président de secouer un peu le mammouth. Parce qu'il y a toute une armée, beaucoup de gens qui dorment et qui ne font rien. Donc, en tant que chef suprême des armées, s'il ne veut pas démissionner, il faut qu'il secoue le mammouth de telle sorte que ceux qui ont la charge de notre sécurité puissent s'occuper réellement de notre sécurité. Voilà. Alors, Ali, il y a que, par exemple, quand on regarde la carte du Burkina Faso, on a des informations un peu partout, jusqu'à Goursi, un peu dans les localités du plateau central, un peu partout. On a l'impression que le territoire du Burkina se réduit pratiquement à Ouagadougou et à Bobo. Est-ce que les gens ne se posent pas la question que nous avons un chef de l'État élu qui a prêté serment de préserver le territoire, de préserver la sécurité. Et quand tout ça arrive, est-ce que les gens aujourd'hui ne sont pas en droit de demander, par exemple, que ce président, il passe? Ce n'est pas seulement celui qui est là. Si c'était quelqu'un d'autre aussi, Non, je suis en train de vous dire que lorsque les gens demandent la démission du président, c'est une façon de lui dire, Monsieur le Président, il faut que vous secouez le mammouth. Il faut que vous dégraissez le mammouth. Il faut que vous dites à vos soldats qui sont là, à votre armée,
parce que c'est vous le chef suprême des armées, dites à votre armée qu'il y a un problème. Et si le problème n'est pas résolu, ça va entraîner aussi votre chute. Donc, c'est une façon de leur dire au président, Monsieur le Président, prenez les dispositions pour que l'armée puisse assumer ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire défendre le territoire national, de telle sorte qu'il n'y ait plus d'attaque. Maintenant, la question il faut que le président démissionne, ça c'est une question politique proposée par des organisations de la société, des organisations politiques ou bien certaines organisations de la société civile pour faire de la surenchère de telle sorte que le président du Faso monte au créneau. Il ne faut pas qu'il reste à la maison, il faut qu'il se fasse entourer, on en a parlé, il faut qu'il se fasse entourer de gens capables de l'aider dans sa fonction. Sinon, jusqu'à présent, il est seul et il est isolé. Oui. Non, au début de la guerre, il était question, on entendait que les gens n'avaient pas de moyens. Mais les moyens ont été mis à la disposition de l'armée. Quels moyens? Les moyens financiers. Les moyens financiers ont été dégagés par l'Assemblée nationale pour mettre à la disposition de l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui on a des avions? Je pose la question mais en tant que journaliste. Est-ce qu'aujourd'hui on a des avions capables d'aller porter secours à une base qui est attaquée? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Non, j'ai répondu à ça tout à l'heure. L'ancien chef d'état-major général de l'armée, je crois qu'il était dans le Nord, il a présenté... Et récemment, il y a un officier de l'armée de l'air qui a dit que nous avons... L'officier a également dit que si on ne le fait pas, c'est un manque de volonté. Sinon, nous j'allais en venir. Il a dit que nous avions maintenant les moyens suffisants aériens pour faire la guerre. Il a dit ça. Maintenant, pourquoi ce n'est pas fait? Ça, c'est la question. La question reste là. On va continuer pour parler. Les appelants vont peut-être nous amener. Non, mais attendez, vous avez posé une question. On va terminer. On va 30 secondes pour... Quand vous demandez est-ce qu'on a des avions, mais chez nous, c'est les Mossi, on dit que quand tu as un tissu, tu as le sac. Qu'est-ce qui achète les avions? C'est l'argent. Mais on a l'argent pour l'acheter. Si on n'achète pas, il y a un problème. D'accord. Alors, je voudrais faire un tour d'étape sur les assises de l'éducation. L'Assise nationale de l'éducation qui se sont ouvertes pour 72 heures. Si on suit bien les orientations, ou en tout cas la vision du ministre de l'Éducation nationale, il faut c'est aller vers un renouveau du système éducatif. Il estime que ce n'est pas une instance de décision, mais de réflexion et de proposition, et qui va donc permettre d'aboutir à un pacte de renouveau du système éducatif. André Genboudou a la parole sur ce qui concerne l'éducation au Burkina Faso. C'est bien déjà d'avoir des assises. Moi je n'en sais rien. On ne peut pas faire comme certains qui disent que c'est encore pour saupoudrer les choses. Et mon opinion n'est pas loin de là. Je suis de l'éducation. Bien sûr, je n'y ai été ni au régional ni au national. Ça, c'est pas le problème. Mais j'ai un fort doute sur les résultats de ces assises. Encore une fois, on en a parlé. Vous savez, ce n'est pas le jamboree qui est le problème. C'est la mise en ordre des décisions que l'on va prendre. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'on a des instances capables même de suivre ce que l'on aurait demandé de faire. Et aujourd'hui, le problème de l'éducation est connu. On n'a pas besoin d'aller à HEC, ou bien à la Sorbonne, ou bien à Harvard, pour regarder les problèmes de l'éducation. Si vous êtes dans l'éducation, vous connaissez les problèmes. Demandez à la jeune femme qui vend les arachides devant une école. Elle connaît les problèmes de l'école. On n'a pas besoin de réunir 2000 personnes pour parler de l'éducation, des assises de l'éducation nationale. Je dis, moi, c'est un jamboree. Mais il y a aussi les problèmes, mais il y a aussi la perspective, l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait dans 10, 20 ans, 25 ans? Est-ce que ça, tout le monde peut pouvoir, comme ça, tout d'ego, décider? Vous mettez la main dans la plaie. Aujourd'hui, posez la question. Nous sommes en 2021. On prend une génération, on va commencer à partir de 2025. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, en 2050, voici le Burkinabé type que nous voudrons, d'une manière très claire et d'une manière très simple? Par exemple, on aurait pu dire, en 2050, on sait que cette génération-là, elle est partie, mais nous aurons besoin des Burkinabés qui sont intègres, qui répondent à notre nom. Nous aurons besoin des Burkinabés qui sont disciplinés. Nous aurons besoin des Burkinabés qui sont travailleurs. Prenez seulement, donnez des adjectifs à ce que vous voulez et on va travailler sur ça. J'ai posé la question, j'ai dit, si une personne n'est pas capable d'expliquer dans une langue maternelle ce que c'est que la réforme, ce que l'on attend de l'éducation, c'est que dans notre tête, là, ce n'est pas clair. D'accord. Merci. Évariste.
Non, mine de rien, quand même, c'est un secteur très important parce qu'en termes de budget, il faut dire que... C'est le deuxième budget après 27,81%, donc c'est beaucoup quand même d'argent. Et pour une mission qui est très noble, parce que c'est... Pour en fait avoir le développement dans un pays, il faut éduquer la population. Exactement. Il faut la former. Maintenant, il se trouve que le contexte actuel au Burkina, c'est quoi? Ou même en Afrique, hein, généralement, en Afrique francophone, le système éducatif forme des chômeurs ou des gens inutiles, des gens qui pérorent, des gens qui... Ça ne sert pas à l'économie, ça ne sert pas... Donc, il faut adapter. Donc, et je suis d'accord avec André, on n'a pas besoin de réunir 1000, 2000 personnes pour ça. Ouais. C'est ça. Donc, ça donne l'impression déjà que c'est une grande messe. Bon, maintenant, je touche du bois, j'espère que de cette grande messe-là, les décisions qui vont sortir seront appliquées. Parce que sinon, c'est une bombe à retardement qui est là. Et moi, ça m'écoeure qu'on dégage autant d'argent, autant de ressources financières pour ne pas avoir des résultats efficaces. Ça me peine de voir que, par exemple, dans les facultés de lettres, on sort des chômeurs, alors que c'est des personnes qui ont quand même un niveau qu'on pouvait utiliser, on pouvait adapter leurs connaissances là aux réalités économiques et ils devaient participer, donc ces personnes-là, au développement du pays. Or, on n'arrive pas. Et on a beau nommer des agrégés, je ne sais pas, pêle-mêle, c'est ça, ils n'arrivent pas à faire. Moi, le meilleur agrégé, ce serait réussir à adapter et sortir un système. Sinon, ça ne sert à rien de mettre des... Non, parfois, en fait, j'ai l'impression que ce débat-là a été donc confisqué par une catégorie, je ne sais pas, des gens qui pensent... Intellectuels, des grands intellectuels. intellectuels. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut faut sortir de ça, quoi. D'accord. Non, Alors, moi, ce que je voulais dire... Ali Kobaoré. Ce que je voulais dire, tous, nous sommes des parents d'élèves, ou bien même si nous ne le sommes pas, on est quand même des observateurs. Des observateurs. Si vous prenez les universités on en a construit pas mal ces dernières années, vous allez voir que les années universitaires là sont en accordéon. Vous voyez quelqu'un qui a fait 3 ans sur le campus, mais il est toujours en première année, parce qu'il y a ceci, il y a un certain nombre de choses. C'est pour cela que moi je dis des assises sur l'enseignement, sur l'éducation, a priori c'est pas une mauvaise chose. Mais ce qu'il faut mettre à l'intérieur, c'est ce qu'il faut voir. Et puis le nombre pléthorique de ceux qui vont participer à ces assises-là, ça pose un petit problème. La qualité, le profil de ceux qui vont participer à ça, il faut qu'on définisse tout le profil, afin que quand on va sortir un document, que comme a dit Faustin Consembo, qu'on ne sorte pas des gens qui ont seulement le diplôme et qui tournent. Il faudra que l'école soit en adéquation. On le dit tous les jours. C'est un peu ça que les assises sont en train mais on va de créer voir, le cadre, parce que tous les acteurs sont dedans, les enseignants, les formateurs, les anciens ministres de l'Éducation. Je ne dis pas non. Tous les partenaires. Je dis donc, non, tous ces gens, les imaginer... anciens ministres de l'Éducation, tout le monde est dedans. C'est pas parce que tout le monde est dedans que ça va se bien sûr, sauf l'opposition qui vient de refuser d'y aller. De refuser pour des raisons purement... Mais il y avait des gens de l'opposition qui étaient dedans. Voilà, oui. Donc ce n'est pas parce que tout le monde est dedans que ça va. Ce que je veux dire, c'est que le principe même de la tenue de ces assises n'est pas mauvais en soi. Maintenant, il faudra que les gens qui sont convoqués à ces assises travaillent de façon sérieuse, de telle sorte que quand on va sortir un document, une feuille de route, que depuis la maternelle jusqu'à la sortie, on ait des gens bien formés et qui puissent soit s'auto-employer ou être employés quelque part. Mais sinon, si c'est pour faire un jamboree, comme on le dit, on en a fait depuis, on n'a pas besoin. Monsieur Warou a regardé dans les archives, il va voir les documents. Ce n'est pas forcément un jamboree. On a vu sous la transition, on a vu que dans le secteur de la justice, il y a eu aussi les assises de la justice. Mais je n'ai pas affirmé que c'était un jamboree. Je n'ai pas affirmé que c'était un jamboree. Je dis si c'est seulement pour faire un jamboree, c'est pas nécessaire. Merci, Ali. Beaucoup. Non, juste, c'était une précision. C'est vrai que l'opposition officiellement a boycotté, mais il y avait des gens de l'opposition comme Yaya Zungrana et Djamjoura Diko, le PC. Est-ce qu'ils ne sont pas là au titre de l'Assemblée nationale? Le PC n'est pas de l'opposition. Est-ce qu'ils ne sont pas au titre de l'Assemblée nationale? n'est pas le PC n'est pas de l'Assemblée l'opposition. Est-ce qu'ils ne sont pas au titre de l'Assemblée nationale? Ce sont des élus députés. Est-ce qu'ils ne sont pas au titre de l'Assemblée nationale? Ah bon, c'est pour mais c'est qu'en tout cas, ils étaient là. Je voulais dire quelque chose. Beaucoup à la parole. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que ces assises, pour moi, a priori, c'est une bonne idée. C'est une bonne chose qu'à intervalles réguliers, on se réunisse pour regarder qu'est-ce qu'on va faire de notre école. Quel contenu on va donner à la formation. Avec un monde qui change, il y a des métiers innovants. Tout le monde sait que dans notre pays, quand tu cherches quelqu'un
pour te faire le carrelage, la plomberie, c'est la croix et la bannière pour trouver quelqu'un qui le fait correctement. Quand j'arrive quelque part, je regarde toujours comment les carreaux sont posés. C'est très rare, quand c'est bien posé, on me dit que c'est quelqu'un j'ai fait venir d'un tel pays, de tel pays. Ça, c'est un problème. Alors que c'est un marché qui est là et qui a besoin de gens. On en parle depuis. Oui, non, mais si il n'est jamais trop tard. Mais quand on est 2000 pour réfléchir, est-ce que souvent aussi à 2000 on peut bien réfléchir? C'est ça aussi la question. Non, mais c'est sorti, ce dont je parle là. Distribuer des perdièmes aux gens, etc. Parce qu'il y a des grèves qui se font, donc on veut calmer les gens. Est-ce que vraiment on va aller s'asseoir pour trouver des choses, de trouver des propositions, de la réflexion, on réfléchit à 2000? Non, moi j'ai écouté un peu les conclusions. Et les questions de la réforme du curricula et de l'implication de la gratuité de l'éducation au préscolaire. Vous savez que dans le préscolaire, le Burkina a 2,% dans l'espace CEDEAO. Ce qui est très ridicule quand vous prenez le dernier rapport de l'Assemblée nationale qui a été fait en 2017. Vous regardez les chiffres, on est très très loin comparativement aux autres. Il est question aussi de la subvention que l'État accorde aux collectivités. C'est-à-dire, il y a eu le transfert de compétences. L'État a transféré un certain nombre de responsabilités aux collectivités, mais les moyens ne suivent pas toujours. Donc, il faut quand même améliorer tout ça. Il y a la formation qualifiante, j'en parlais de ça tout à l'heure. Bon, moi j'ai vu, il ne faut pas croire que ça a été une messe tranquille comme ça. Non, il y a des points sur lesquels il n'y a pas eu de consensus et ça a été laissé en suspens, renvoyé à plus tard pour être réglé. Je donne quelques exemples. Ils ont demandé une trêve de 5 ans pour mettre en œuvre justement les recommandations, le contenu de ces assises-là. Ça n'a pas été accepté par tout le monde. Donc ça, on a mis ça de côté. Le statut valorisant de l'enseignant. Rappelez-vous de la grève de 2017. C'était le point crucial de revendication des enseignants. On a évoqué ça ici. Oui. Quelle est l'image de l'enseignant dans notre pays? C'est minable. D'accord. Les gens préfèrent avoir un douanier que d'avoir un enseignant. Parce qu'on dit que tu es un enseignant, bon, c'est le dernier métier que tu n'as pas. Je finis. Et la question aussi alors, ce qui est bien, vous savez que le baccalauréat burkinabé est organisé différemment, pas au même moment que dans les autres pays. Et vous savez, des gens qui quittent ici. Ils ont raté le bac ici. Ils quittent ici, ils vont au Mali, ils font le bac et ils reviennent. Vous commencez pour attendez. Si on harmonise, ça a été débattu. Si on harmonise le calendrier des baccalauréats dans l'espace UMOA, c'est un truc de l'UMOA. Oui, non, il faut que... On a l'impression qu'il y a des questions pertinentes, mais il y a des questions aussi pour lesquelles on pense qu'un cabinet du ministre peut régler. Vous savez, c'est des gens qui vont appliquer tout ça. Non. Vous voyez? Pourquoi on fait des élections? Dites-moi, pourquoi on fait des élections? Quand on fait des élections, nous sommes tous ici en permanence en train de critiquer la qualité médiocre de l'électorat burkinabé, africain en général. Mais pourquoi on le fait? Eh bien, si on n'a pas besoin de 2000 personnes, il faut quand même les faire venir parce que c'est eux qui vont aller mettre en place, en œuvre ces mesures. Pour le bac, là, l'espace IMOA a harmonisé. C'est presque les mêmes dates. Tu ne peux plus passer le bac au Burkina et puis aller passer en Côte d'Ivoire. C'est presque sensiblement les mêmes dates. Donc, on a harmonisé ça. Mais ce que je veux dire, moi, je vais prendre simplement. Et en quoi est-ce que ça va transformer le système éducatif et faire en sorte qu'on ne se forme pas des chômeurs? Mais regardez, au moins, celui qui a le bac, c'est un bac correct. Vous savez, nous réfléchissons terre à terre. L'avantage de ne pas avoir bac plus 25, comme j'ai un ami qui aime le dire, c'est d'être pragmatique. Prenez la zone de Ouaga 2000, où nous sommes. Est-ce que vous avez un établissement public à Ouaga 2000? Non. Est-ce que vous avez un marché à Ouaga 2000? Marché, c'est-à-dire où les femmes peuvent aller acheter les tomates pour venir faire la. Mais Ouaga 2000, c'est un autre quartier, c'est un quartier de gens. Ça veut dire que les gens qui habitent. Les gens qui habitent à Ouaga 2000. Non, les gens qui habitent à Ouaga 2000 n'ont pas d'enfants pour aller à l'école. Et ils n'ont pas besoin d'école publique. Et il y a des écoles ici privées. Je vous pose une question de l'école publique. Je vais en venir. Est-ce que vous avez à Ouaga 2000 une institution pour la santé, par exemple un dispensaire ou un hôpital public? L'hôpital Blaise Compaoré à... Ce n'est pas à Ouaga 2000, c'est à Tenganro. Là où je voulais en venir, vous avez vu la très célèbre TNB qui a fait un reportage sur les écoles publiques de Bobo Dioulasso où vous avez 200 élèves. À Ouaga aussi, il y en a. C'est pas besoin d'aller à Bobo. Le problème qu'on doit résoudre sur l'éducation, c'est mettre les infrastructures. Déjà, ça commence par là. Et je dis même pour la valorisation de l'enseignant du public, de l'enseignant. Un enseignant qui a 30 élèves pour enseigner,
il n'a pas la même misère qu'un enseignant qui a 2000 élèves. Et ça, on n'en parle pas. Je veux dire, il y a des problèmes terre à terre sur lesquels que l'on peut régler. Moi, je ne suis pas contre la grande messe, hein, mais moi, je suis sur la question de pratico-pratique. On va prendre un téléspectateur. J'ai bien dit que si on regarde dans les archives, on va sortir tout ça. On va prendre notre premier téléspectateur qui nous appelle de Tinkodogo, M. Issaka Balboné, qui lui nous amène sur les manifestations. Oui, M. Balboné, bonjour. Je voulais parler après de la manifestation de la population. D'accord. Oui. Allez-y pour votre intervention. Monsieur Balboné, allez-y. Oui, alors, j'ai dit la population est dans le droit de demander la démission du président Kaboré. D'accord. Pourquoi je dis ça? Oui, pourquoi je dis ça? Parce que la population a voté le président pour une cause, pour la sécurité, pour qu'il gagne la sécurité, avoir à manger, l'éducation. Et s'ils voient que la population voit que tout ça, ça n'arrive pas. Donc, ils ont le droit de demander la démission du président. Parce que la population vote le président et le président maintenant a le droit de mettre les gens qui peuvent travailler, mieux travailler. Mais si on vote le président et que le président est là-bas et qu'il n'arrive pas à mettre les gens qui peuvent travailler, ou bien quand on voit que réellement notre pays, ça ne va pas, donc cette même population a le droit encore de ressortir, demander la démission du président. Je prends un exemple actuellement. Quand vous prenez, qu'est-ce que c'est que la population demande la démission? Quand vous prenez actuellement, je peux dire qu'il y a 45 provinces actuellement et tout est menacé. Moi, je prends un exemple. Moi, ma région actuellement, il y avait 2 ans, 4 ans, je n'ai pas menacé. Et aujourd'hui, ma province est menacée actuellement. Même, il pas dans la région, même la province du Boulou actuellement est menacée. Il y a des écoles qui sont fermées. Et que d'ici dans 5 mois, et que ça ne soit pas toutes maintenant les 43 provinces, hormis les 2 provinces Ouagabougou. Voilà pourquoi que la population demande déjà la démission. Et hormis l'insécurité même d'abord. Et vous voyez la vie chère actuellement. Voyez, dans le marché actuellement, vous allez voir ce qui se passe actuellement dans le marché. Je prends un exemple, il y a bien 9 mois de cela, l'huile était à 700 francs et aujourd'hui l'huile est à 1200 francs, plus 500 francs. Alors que, il y a plein d'exemples sur l'huile. Toutes les denrées actuellement dans le marché, vous allez voir que tout a augmenté plus de 40%. D'accord. Vous voyez, tout ça qui fait que supprime les gens demandent la démission du président, parce qu'on ne voit pas qu'il n'y a pas de réaction par table. Monsieur Balboné. Oui, allô? Monsieur Balboné. Oui. Il y en a aussi qui disent qu'en 2014, oui. On a fait partir un président, on a eu toutes les difficultés, la situation qu'on vit aujourd'hui est due à ça, et qu'il ne faut pas faire cette même erreur, qu'il faut trouver d'autres solutions. Je suis d'accord. Je voulais répondre sur le ministre qui a parlé hier que non, que de ne pas se tromper de cible. C'est vrai, on ne se trompe pas de cible. Lui-même, il a oublié qu'en 2014, nous, on s'était pour la non-installation du Sénat et la motivation de l'article 37. Mais à la dernière minute, c'est même ces formes à son temps qui ont dit qu'1 million a perdu, il faut l'abattre. Et c'est même ces formes qui a dit ça à son temps. On a pu chercher. Mais aujourd'hui, il y a une autre cause qui s'est installée. Bon, nous aussi, on sort pour une autre cause normale. On ne veut pas de président discuter parce qu'on ne le veut pas. Non. Nous tous, on le veut parce qu'on dit que nous, on l'a voté. Mais si aujourd'hui, on voit que réellement, on l'a voté pour cette cause, si ça ne va pas. D'accord. On a le droit aussi de dire qu'il a idée de démissionner pour donner la chance à d'autres personnes aussi. Merci, M. Balboné. Merci pour votre intervention. On n'a vraiment plus pas le temps. Je voudrais qu'on évoque un sujet pour lequel, quand même, on ne peut pas passer sans dire mot. C'est le convoi français et les différents blocus. Et voilà, c'est alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Burkina, un pays où le sentiment anti-français se cristallise, ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ou bien, est-ce que c'est comme on dit souvent, un peu de manipulation politique derrière tout ça? Non, en fait, la dernière fois sur le plateau, concernant donc le même sujet, j'ai pris le cas malien pour dire vraiment, de mon vivant, je ne pensais pas pouvoir voir ce qui se passe au Mali par rapport au rapport avec la France. Parce que c'était quand même un élément très majeur, un événement majeur, que des autorités officielles d'un pays anciennement colonisé, francophone, puissent dire non à la puissance coloniale. Maintenant, effectivement, pour revenir au cas du Burkina, non, bon, c'est vrai qu'il y a un sentiment anti-français, peut-être pas trop, mais imaginez un peu dans le contexte, c'est le contexte sécuritaire en fait, où on nous dit, voilà, il y a des militaires français qui sont là pour nous aider. Et la situation ne fait que se détériorer. Et on voit en même temps
Ces convois-là passent sous notre nez. On ne peut pas. C'est quelque chose de Est-ce révoltant. que le Burkina est toujours traversé par des convois étrangers? Oui, mais Est-ce que ces convois peuvent traverser sans l'autorisation non, pour moi, l'État c'est pas une question burkinabé? d'autorisation. Ils sont en train d'aller à une autre zone. C'est pas une question d'autorisation. Ils le font parce que la France, quand même, c'est un État qui respecte le droit. Si les militaires français traversent le territoire burkinabé, c'est que les autorités burkinabées leur ont donné l'autorisation. Mais où est le problème alors? Non, le problème, c'est que ça doit être les citoyens, les simples citoyens qui sont écœurés. Et surtout le contexte. Vous n'oubliez pas que nous sortons d'un drame dont le traumatisme est toujours présent dans les esprits. Je veux prendre Kouba, on va repartir vers notre téléspectateur, puis on revient avec Ali et Jette. Sur le convoi, est-ce que les citoyens ont raison ou alors qu'ils se trompent quand même carrément de... Non, moi j'ai fait un tour ce matin avant d'arriver ici, j'ai fait un tour sur la route de Fada qui est bloquée, sur la route de Zignari qui est bloquée, à hauteur de Kosoro et de Nyoko. Et j'ai demandé aux jeunes, mais c'est quoi le problème? Bon, il y avait un double discours. Il y avait la Copa BF qui avait déjà commencé le blocage à Bobo, qui me disent que eux, leur objectif, c'est de raccompagner le convoi jusqu'à la sortie de Ouaga, puis ensuite à Oundé, leurs camarades vont les raccompagner jusqu'à Bobo et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils retournent là. Donc ils sont personnes non grata sur le territoire. Voilà, jusqu'à ce qu'ils retournent là où ils sont venus. Et puis il y a d'autres aussi qui disent non, il n'est pas question qu'ils passent, mais bon, ça ce sont des mouvements spontanés comme ça qui ne sont pas organisés. Il n'y a pas de leader. C'est des jeunes que j'ai vus là-bas quand je lui pose. Donc c'est le sentiment anti-français. On ne veut pas voir la France militaire sur le territoire burkinabé. C'est un sentiment général comme ça, parce qu'il n'y a pas de discours construit comme ça. Et puis, ce qui est amusant, c'est que certains m'ont dit, non, on les bloque parce que nous sommes sûrs qu'ils vont amener ces armes-là à donner aux terroristes. Oui, bon, c'est d'accord. Alors, on va prendre notre téléspectateur, Ali, et puis on revient. Monsieur Soro, après de Ouaga, également sur les manifestations. Oui, bonjour, monsieur Loukman. Bonjour, monsieur Soro. Oui, je voudrais intervenir sur les manifestations de Kaya. D'accord. Et vraiment, je salue la population kayanaise pour avoir bloqué ce convoi impérialiste français. Et un convoi d'1 kilomètre d'une armée étrangère qui va traverser un territoire comme le Burkina Faso. Et ni la douane, ni la gendarmerie, ni la police ne savent ce que contiennent ces conteneurs. Et c'est un peu quand même curieux. Monsieur Soro, ce que vous dites là est un peu grave quand même. Est-ce que vous avez la certitude, vous avez la preuve que les autorités ne savent pas de quoi est composé ce que ce convoi n'a pas eu l'autorisation? Ce sont ces informations que nous avons reçues. De qui? Bon, de certaines personnes. Bon, d'accord. Bon, et bref, c'est pour dire que l'action qui a été posée par la population kayanaise là, elle est à saluer. Nous ne voulons plus d'armée coloniale encore dans notre pays. Voilà. Depuis 8 ans, l'armée française est là au Burkina Faso et le terrorisme est en train de prendre de l'ampleur. Donc nous disons non à la France. Quel quitte ce pays-là. Ce pays-là nous appartient, ça n'appartient pas à la France. D'accord. Merci bien pour votre intervention. Merci bien. Oui. Non, je pense que la première chose à rectifier, c'est que dans les accords entre les pays, il y a des choses sur lesquelles, par exemple, si un diplomate va dans un pays, sa valise n'est pas ouverte. Dites bien un diplomate. Non, je veux dire, c'est selon des accords. Non, je veux dire, c'est selon des accords. Ça veut dire que certainement que la France, avec notre pays, je ne cautionne pas, mais j'explique. Ça veut dire que la France, certainement, a demandé à notre pays de pouvoir traverser notre pays avec ses affaires. Et selon les accords des pays, là, on va dire. Maintenant, ce qu'il faut dire, je pense que les jeunes bloquent le convoi parce que c'est l'idée de dire la France arme les terroristes. Et les gens pensent qu'on prend les armes pour traverser notre pays, pour aller donner à des terroristes de l'autre côté, pour nous attaquer. C'est ça qui fait que les jeunes la bloquent. Et puis il faut dire aussi, vous savez, la vie est un cycle. Mais nos aînés qui ont amené les indépendances, qui ont lutté pour les indépendances, mais j'imagine qu'à l'époque, là, on va leur dire que ces gars-là n'étaient pas très bien, n'étaient pas corrects. D'accord. La génération actuelle est venue avec une autre idée. Je suis sûr que dans 25 ans, dans 50 ans, il va avoir d'autres choses. Merci. André Gène, on va prendre notre dernier téléspectateur, c'est ça? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur? Oui, monsieur Sorgo, Carmel. Monsieur Sorgo? Carmel.
Carmel, d'accord, allez-y. Vous appelez d'où? Parce que vous n'êtes pas inscrit, quoi. C'est pourquoi je demande. Vous appelez d'où? Oui. Oui, Carmel. Vous appelez d'où? De quelle localité, je veux dire? J'appelle de Ouaga. D'accord, allez-y. Votre intervention. Oui. Bonjour. En fait, mon intervention ce matin se rapporte en fait à l'appel de l'opposition ou bien de la société civile par rapport à la démission du président. D'accord. Et allez-y. oui, donc ce qu'on dit, en fait, on est de ceux qui pensent qu'en fait, nous avons déjà connu une certaine expérience en 2014 et que, bon, peut-être il faut voir les choses avec un peu plus, voilà quoi, de sérénité. Nous ne pouvons plus nous permettre, en fait, de faire des actions, en fait, ou de répondre à des appels uniquement parce que, bon, peut-être certains ont des agendas ou des intérêts, en fait, voilà quoi, cachés. Sinon, au jour d'aujourd'hui, c'est sûr que le pays, la gestion du pouvoir, il y a quand même de quoi, il y a quand même, on n'est pas satisfait. Mais nous oublions aussi que, en fait, tout ça, c'est un peu, voilà, la résistance de ce qu'on voit un peu partout. Est-ce qu'individuellement, le Burkinabé a, en fait, toute, voilà quoi, est-ce que chacun, en fait, répond normalement comme les choses devraient être faites? Vous comprenez ce que je vais dire? Au jour d'aujourd'hui, je crois que, en fait, c'est facile de dire que le président n'est pas à la hauteur, mais chacun individuellement, pris à part, est-ce que nous jouons notre partition? D'accord. Voilà. Merci pour votre intervention. Ali? D'accord, Ali, très rapidement, en 30 secondes sur le convoi, le sentiment. Mais ça, c'était assez prévisible. Parce que quand on écoutait les gens en ville, le sentiment, je ne veux pas dire sentiment anti-français. C'est contre l'État français. Contre l'État français. Mais c'est comme ça que les Français disent. Voilà. C'est comme ça que les Français interprètent. Toute action hostile à la France est interprétée comme le sentiment Ils n'ont qu'à anti-français. interpréter comme ils veulent. J'écoute la presse française qui interprète ça comme ça. Mais eux aussi, ils disent des choses sur nous qui n'ont rien à voir avec ce que nous pensons. D'accord. Voilà. Donc, en réalité, on s'en fout de ce qu'ils disent de nous. Maintenant, c'est pour dire tout simplement qu'il faudra que la France, l'État français, essaie de clarifier assez bien son comportement vis-à-vis des États africains. Quand on prend le Burkina Faso, il y a une base aérienne, et il y a un détachement à la base aérienne à Ouagadougou, il y a un détachement militaire français à Cambouinsin, un peu partout sur le territoire. Et on ne comprend pas. On a des accords de défense et de sécurité. D'accord. On comprend pas. Mais donc c'est ça que les populations ne comprennent pas. Ali, est-ce qu'il appartient à la France d'expliquer aux Burkinabés ou est-ce qu'il revient aux autorités burkinabés d'expliquer ce qu'il y a dans ces accords? Je vais terminer par ça. Donc la population ne comprend pas. Donc la population va dire on ne veut plus de vous sur ce territoire. Donc cela va amener notre gouvernement et le gouvernement français à s'asseoir pour qu'on comprenne exactement ce qui est au fond de la marmite. Il y a merci, de morceaux de merci bien Ali, on est au terme de cette émission. Merci. Ouais. Avec ces propos d'Ali, on va donc conclure cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'étais donc en compagnie de Vokouma Joachim, journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être venu. Évari Faustin Concebo, chroniqueur média, président du Cercle de Veille, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Et puis juste à sa gauche, Mamadou Ali Compaoré, journaliste, aujourd'hui enseignant à l'ISTIC. Merci. Et puis enfin, André Eugène Ilboudou, directeur de la radio des écoles. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ici comme ailleurs dans la diaspora. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.